Salut l'équipe, il s'est passé bien des choses dans le monde du sport la semaine dernière et s'il y en a une à retenir, c'est que tout va très très vite dans la vie d'un club ou d'un athlète de haut niveau. Imaginez un gars qui sort d'un coma de 3 mois aujourd'hui et tu lui sors que Kylian Mbappé, devenu paria de la nation française il y a moins d'1 an après un euro raté, renaît aujourd'hui de ses cendres tel fume sec dans la chambre des secrets. Que le PSG à la dérive il y a quelques mois à peine et incertain de se qualifier pour la deuxième phase de Ligue des Champions revient peut-être, et je dis bien peut-être, dans la conversation pour les favoris à la victoire finale. On entend même des débats sur Ousmane Dembélé, ballon d'or les amis. Mais on est là, qu'est-ce qui s'est passé? 10-0 sur la double confrontation face à Brest. Il ne manquerait plus que Luis Enrique devienne sympa avec les journalistes et je serais peut-être, encore une fois je dis bien peut-être, obligé de faire mon mea culpa. D'un autre côté, on a la Ligue 1 qui, elle, réclamait 1 milliard d'euros pour ses droits TV l'été dernier et est aujourd'hui en galère avec les diffuseurs pour en récupérer à peine la moitié et vit sur fond de petites guéguerres entre dirigeants. Alors vous, cette année, vous êtes quoi? Plutôt sur un style Dijdada Qatari ou chapeau de cow-boy texan? Et enfin, de l'autre côté de la Manche, on a aussi Manchester City, incapable de gagner un match, un seul club italien qualifié pour les huitièmes, Monaco qui enfin ne déçoit pas en Coupe d'Europe. Ah si, ça bouge pas, pas de souci là-dessus. Mais il n'y a pas que le foot qui est touché malheureusement par ces retournements de situation. Tu te souviens de Wemby qui marchait sur toute la ligue au mois de décembre? On lui a diagnostiqué une maladie de vieille la semaine dernière et il est out pour la fin de saison. Voilà, c'est la grosse loose de la semaine sur laquelle on va revenir. Et enfin, le 15 de France est lui aussi relancé en atomisant l'Italie au Stadio Olimpico de Rome avec un Dupont retrouvé et se remet la tête à l'endroit après la déconvenue en Angleterre. Bref, tout ça pour dire que tout va très très vite dans le sport et qu'il faut savoir être mesuré dans ses propos, ne pas se précipiter sur des analyses trop tranchées et se laisser emporter par ses émotions ou son chauvinisme. Mais pas de ça ici les amis, ici on est dans le Poto Sport Club, expert en rien, passionné de tout. Alors oui, Kylian Mbappé est le meilleur joueur du monde, oui, Ousmane Dembélé va claquer un triplé à Anfield, oui, je suis inquiet pour Wemby et oui, Dupont est un héros qui va cueillir le trèfle irlandais pour nous faire rêver. On est le lundi 24 février 2025, vous l'avez compris, on a beaucoup de choses à raconter, beaucoup de candidats au titre de MVP de la semaine, donc on perd pas plus de temps, on est parti pour ce nouvel épisode du Poto Sport Club. Puisqu'on ne se connaît pas, tous les nouveaux, présentez-vous. Présentez-vous. Oh. Allez nous casser les couilles là. Et marrant lui. T'es champion du monde de la connerie toi. Ah là, on est bien. 1, 2, 3, Inter. Bayern. Pavard. J'allais le dire boum. en plus. Boum, c'est bon, c'est moi qui suis plus calé. Bon, c'était le jeu à la mode de Attends, cette semaine. Un autre. Un autre, ok. Ouais. Vas-y. 1, 2, 3, Paris. Barça. Marquinhos. Non. Ludovic Julie. Mais c'est pas possible d'avoir le cerveau troué comme ça. Non, mais parce qu'il y avait eu les rumeurs, Marquinhos à un moment au Barça. Les rumeurs ça compte pas, donc voilà. 2-0, je pense qu'on peut s'arrêter là et qu'on sait que je suis plus calé que toi en foot. On refait à la fin. Bon alors comment il va dans cette semaine là, très très chargé, gros programme. On a aussi un gros programme pour ce podcast. T'as maté quoi? Je suppose qu'on a dû faire des choix. Moi j'ai dû en faire. Mais toi t'as maté quoi cette semaine un peu? J'ai fait comme je pouvais. J'ai fait le maximum que je pouvais pour faire bien mes devoirs. Donc j'ai maté un peu Italie-France et un petit peu Auxerre-Marseille. Et surtout Infosport. Voilà, je suis honnête. C'est honnête. Ouais, bah, je comprends, il y avait beaucoup de choix à faire. Moi non plus, j'ai pas pu voir la deuxième mi-temps de France-Italie hier. J'ai vu la première période qui était pas très rassurante. Donc en étant à la télé, j'étais pas hyper rassuré. Ligue des Champions était très cool, j'ai trouvé. Je me suis bien régalé sur les scénarios en barrage et je suis excité pour ces huitièmes de finale. La Ligue des Champions, évidemment. Ouais. Évidemment, je rate un petit peu. Je suis resté focus sur le week-end. Ouais, t'inquiète, mais dont on va pas mal parler là. Du coup, ces huitièmes qui sont bien excitants. J'ai eu la chance d'aller voir un match à la Johan Cruyff Arena. J'étais invité par le taf d'un pote en loge et match face à l'Union Saint-Gilloise qui était très très cool, très stylé, un scénario de ouf et l'Ajax qui s'impose finalement en prolongation. Et je vais arrêter de te faire chier avec le biathlon, ça y est, parce que c'est la fin des championnats du monde. Fin des championnats du monde hier avec une équipe de France monstrueuse. Donc voilà, on va en parler pas mal. Record de médailles égalé, il me semble, comparé égalé. Ouais, par rapport à l'année dernière. On va commencer du coup
avec un nouveau concept qui est la loose de la semaine. Et ouais, bah je te laisse le lancer, hein, vas-y, fais-toi plaisir. Non, mais je suis tellement blasé que j'en perds mes mots, quoi. Ben, c'est Wemby hein, qui est out pour la saison, fin de saison pour lui. À voir même si ce n'est plus, hein, si ce n'est pas fin de saison cet été, voire le début de saison, parce qu'il a été diagnostiqué d'une thrombose veineuse au niveau de l'épaule. Donc en gros, c'est un caillot de sang qui se forme dans les veines. Et dans l'absolu, c'est pas hyper dangereux, mais ce qui est dangereux, c'est si le caillot migre vers les poumons. Et là, ça peut être dangereux si on a une embolie pulmonaire. Donc out, même pas de. Je pense qu'il est out au niveau du sport, des contacts. Donc ça va être une toute autre préparation pour lui. Mais surtout, on est dégoûté parce que la saison de NBA est finie, quoi. Ah ouais, clairement, il y a plus. Mais je vois qu'on a affaire à un professionnel de la santé là, parce que tu as très très bien expliqué la thrombose veineuse. Mais ouais, gros coup dur pour Wemby, pour nous, les fans de NBA, pour la NBA en général, car c'est vraiment le futur visage de la ligue. Donc voilà, c'est très chiant. Et clairement, moi, la saison NBA vient de prendre un sacré coup en termes d'intérêt entre mes Sixers qui se font éclater match après match et qui n'arrivent plus à gagner un match, et là Wemby qui est out pour la saison, et la fin de saison des Spurs qui est très fortement compromise. La NBA, je pense qu'on va suivre de ça d'un peu plus loin et qu'il y aura moins de sujets NBA dans le Poteau Sport Club. Après, je grossis le trait. Hein. Moi, je suis un fan de NBA. Dès que je peux mater un match, je le mate. Je regarde les scores quasiment tous les jours. Mais j'avoue que sans Wemby, c'est un petit goût amer, quoi. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Surtout qu'on se le disait il y a quelques temps. Bon, toi, tu as toujours maté de la NBA. Moi aussi, mais peut-être un peu moins. Mais j'avoue que depuis qu'il y avait Wemby, ça m'avait complètement relancé. Mais genre complètement. Et ça fait chier. Au-delà de Wemby, c'est juste que c'est un joueur tellement extraordinaire que en fait, tu as envie de le voir jouer. Tu as envie de voir l'histoire être marquée en direct. Donc c'est encore frustrant, plus, quoi. encore plus parce qu'il est français. Enfin, Oui, moi, à la base, je suis fan clairement. des Sixers de Philadelphie, mais aujourd'hui, je regarde presque plus des matchs des Spurs parce qu'il y a Wemby que des matchs des Sixers, qu'on est tellement à fond, et le fait qu'il soit français, ouais, ça régale. Donc là, ça va être compliqué. Après, sur l'inquiétude à avoir sur sa blessure, je pense que honnêtement, voilà, il y a eu des cas où ça a amené une fin de carrière. Chris Bosh, par exemple. Ouais. Il était un peu plus vieux. Peut-être ça n'avait pas été détecté à temps. Mais après, on a eu Ingram, pareil, qui avait eu ça il y a quelques années, qui était revenu. Et un autre joueur. Thompson des Pistons. C'est vrai que quand c'est diagnostiqué tôt chez ces jeunes joueurs, en général, ils reviennent. Et là, je pense Wemby est un tel bijou générationnel et un alien physique qu'à mon avis, c'est les Spurs qui font preuve d'une extrême précaution avec lui, et que c'est très bien. À mon avis, il est surveillé au microscope après chaque entraînement et tout. Donc c'est vraiment pour ça. Voilà, et là ils ont détecté ça, mais je pense pas qu'il faut s'inquiéter sur le très très long terme, même si la saison est finie pour lui et qu'il y aura beaucoup d'incertitude autour de sa participation à l'Eurobasket avec l'équipe de France. C'est arrivé à plein de joueurs, enfin à plein, toute proportion gardée, à plein de joueurs de NBA, mais aussi dans d'autres sports, dans le handball par exemple. Ludovic Fabregas. Absolument, qui c'est arrivé. Et c'est à peu près tout le temps les mêmes délais, c'est entre 7 et 8 mois. En fait, d'abord tu prends un traitement médicamenteux qui permet des anticoagulants qui permettent de fluidifier le sang. Et si ça marche pas, il y a une intervention chirurgicale. A priori, on ne devrait même pas en arriver là, et je pense que les anticoagulants devraient faire l'affaire, mais voilà, par principe de précaution, on laisse beaucoup de temps, pas de contact. Après, voilà, Wemby, c'est un alien par son talent, mais aussi et c'est pas du tout une attaque physique, mais aussi par son physique. Le gars est tout simplement disproportionné. Il fait, pourquoi on a toujours été espanté de lui? Parce que le gars, il se déplace comme un meneur en faisant 2,25, quoi. Donc déjà, tu vois, il y a un truc qui cloche. Donc, j'ai envie de te dire que limite, ça m'étonne pas qu'on lui ait détecté ça, quoi. Ouais, et puis je pense, encore une fois, on se répète, mais comme tu viens de dire, c'est pas étonnant qu'il y ait des petits trucs qui arrivent par-ci par-là, et c'est pour ça que les Spurs, qui ont la réputation d'avoir un staff médical vraiment hors du commun, prennent ces précautions-là avec lui, et les repérer aussitôt dans sa carrière, quoi. C'est très bon signe.
clairement. Du coup, tout ça va chambouler un peu cette fin de saison. Déjà pour l'aspect, le côté français, quoi. Du coup, il risque de ne pas avoir. Ben non, c'est pas. Il risque de ne pas avoir. Il ne peut plus avoir le trophée de meilleur défenseur de l'année, le Deep Boy. Il risque de ne pas jouer l'Euro de basket. Ouais, juste pour revenir sur le défenseur de l'année, du coup, il faut, pour être éligible à ces récompenses individuelles, il faut jouer au moins 65 matchs sur les 82 de la saison, et lui n'en est qu'à 48 et donc n'atteindra pas ces 65 matchs. Donc c'est mort. Alors qu'il était largement favori. Et attends, du coup, la conséquence de tout ça, c'est que Anthony Davis, aussi qui est out, n'a pas joué le nombre de matchs. Du coup, le Deepoy va revenir à un joueur qui sera certainement un excellent défenseur, mais pas forcément le meilleur défenseur de la saison. Et en ce moment, les vues seraient sur Jaren Jackson des Memphis Grizzlies, qui est un monstre. Hein. Ouais. Sauf que, alors, je sais pas si c'est vrai. Je sais pas si c'est vrai ce que j'ai vu, mais en gros, il y aurait une clause dans son contrat qui dirait que s'il est défenseur de l'année, il a le droit à un contrat max. Donc là, le GM des Grizzlies en sueur, gros. Ouais. Ah, il va le mettre sur le banc jusqu'à la fin de la saison pour pas qu'il ait va se faire bencher, quoi. Je sais pas si c'est vrai, mais bon, en tout cas, oui, ce sera pas un de ces deux qui l'aura. Donc, curieux de voir qui sera le meilleur défenseur de l'année, en sachant que ce sera pas le plus légitime non plus, quoi. Et l'autre grosse conséquence, du coup, pour les Spurs en cette fin de saison. Alors là, on part un peu sur du surnaturel et de la science-fiction. Ouais. Mais du coup, ils vont forcément redescendre dans le classement et vont finir assez bas au final dans cette conférence Ouest, alors qu'ils jouaient la qualification pour les playoffs il y a quelques mois. Et ça veut dire qu'ils seraient éligibles pour potentiellement récupérer le premier choix de la draft la saison prochaine, déjà, alors qu'ils viennent d'avoir Victor Wembanyama. Et donc c'est un tirage au sort entre les moins bonnes équipes de la ligue, en gros. Donc ils auraient quand même pas ça serait pas l'équipe avec le plus haut pourcentage de chance de récupérer le premier choix. Pour le moment, ils ont 3% de chance. Ouais, mais voilà, s'ils continuent à descendre, ça peut monter vite. Absolument, mais en sachant que les Hawks, l'année dernière, ils avaient le même pourcentage de chance. Exactement. Et ils ont eu le first pick, quoi. Donc, tout est possible. Et pourquoi on en parle, c'est parce qu'il y a un autre joueur qui est annoncé comme une vraie pépite, un joueur générationnel qui fait du sale avec l'université de Duke en ce moment, qui s'appelle Cooper Flagg, et que toutes les équipes un peu dans cette position de récupérer le premier choix de draft vont s'arracher au moment de la draft 2025. Et ouais. En plus, il pourra bien brandir le drapeau, quoi, s'il va aux Spurs. Parce que le flag. Ouais. On va couper le flag. Allez, on va enchaîner. Hein. Attends, je voulais dire un dernier truc, mais vu que je m'en souviens pas, on peut enchaîner. Si. Et moi, je voulais juste rajouter un truc, c'est qu'on avait eu un scénario similaire il y a 25 voilà, ans. c'est là où je voulais en venir. Putain, c'est dans ma tête. Je sais, gros, je sais. L'histoire se répète. L'histoire ne fait que se répéter. C'est bien l'histoire de la vie. Donc, est-ce que, comme tu allais dire, on pourrait avoir un duo titanesque à l'époque avec Robinson-Duncan, quand Robinson s'est blessé, les Spurs sont allés drafter Duncan. Au premier choix de draft, parce que du coup, ils ont hérité, grâce à la blessure de David Robinson, du premier choix de draft. Ils ont pu aller choper Tim Duncan et construire une dynastie sur les 15 années suivantes, quoi. Donc, ça serait monstrueux. Ça serait monstrueux. Après, moi, si tu veux mon avis, ça me ferait chier. Même si je sais qu'il faut une équipe, j'aimerais que ce soit le seul franchise player et que l'équipe soit construite autour de lui. Pas qu'on lui ramène un gars de sa hauteur, quoi. Ouais, mais je pense pas qu'il sera. Je pense que ça sera juste un lieutenant monstrueux et qu'il y a personne qui est à la hauteur de Wemby. Mais juste, ça lui ferait une. Avec De'Aaron Fox, lui, tous les jeunes qu'ils ont là, c'est une dynastie sur les 15 prochaines années qui est en train de se créer, quoi. Oui, clairement. Et tu veux peut-être enchaîner vite fait avec l'équipe de France de rugby? Non, de basket. Je voulais juste finir. Oui, vas-y. Si t'avais quelques mots à dire. Parce qu'il y a une autre échéance, encore une fois, qui est. Donc là, il est annoncé en gros forfait jusqu'à la fin de saison et qui pourrait reprendre donc pour la saison prochaine en octobre. Quand la NBA reprend. Mais entre-temps, il y a l'Eurobasket avec l'équipe de France qui, lui, avait annoncé qu'il voulait jouer. Mais là, honnêtement, je serais très surpris. Parce que je pense pas qu'il soit vraiment out complètement jusqu'à octobre. Tu vois, c'est juste qu'ils veulent le faire reprendre progressivement 2-3 mois avant la saison. Mais je serais ultra surpris si les Spurs le laissaient reprendre en dehors de la franchise, donc avec l'équipe de France pour l'Eurobasket, quoi.
Ouais, je pense que pour l'Euro, ouais, je pense que c'est râpé cette histoire. Hein. C'est dommage parce qu'on avait une équipe vraiment, vraiment intéressante s'il était là avec Wemby, Bilal Koulibaly, Yabou Sélé. Enfin voilà, de toute façon, je pense qu'on a le plus gros réservoir en Europe. On n'est peut-être pas l'équipe qui joue le mieux collectivement encore, mais parce que tu as des équipes comme l'Allemagne qui ont moins de talent, mais qui collectivement sont peut-être un peu plus fortes. Donc voilà, c'est dommage, mais le principal, c'est que Wemby reprenne à son rythme et qu'il se remette en forme pour la saison prochaine à NBA. Clairement. Du coup, on passe d'une équipe de France à une autre. Donc, on va parler un peu de rugby, hein, du match qu'il y a eu hier, hein, Italie-France, pardon. Victoire écrasante, plus grande victoire en 6 nations, toute équipe confondue, il me semble. Ah ouais, ça, j'avais pas vu cette stat-là. Je vais regarder. Prenez ça avec des pincettes. Non, mais attends, je crois l'avoir vu ce matin. Enfin, peu importe, on les a éclatés. C'est tout ce qui compte. Sans Penaud, sans Jalibert. Elle est peut-être là la solution. Ouais, peut-être. Ouais. Mais du coup, qu'est-ce que t'en penses de cette victoire? Est-ce qu'on va aller gagner le tournoi? On sait qu'on a vu que l'Irlande s'est fait peur, a eu un moment de chaud face au Pays de Galles, pardon. Ils ont fini par gagner. Est-ce qu'on est capable au final, la conclusion de ce match, c'est est-ce qu'on est capable d'aller gagner les Irlandais? On s'en fout un peu du match qu'il vient d'avoir vu qu'on a écrasé. Ouais, c'est vrai qu'on les a vraiment désossés 73-24. Juste un petit truc sur l'Italie parce que j'ai l'impression que ça fait 3-4 ans qu'à chaque fois qu'on les joue, on dit ouais, ils ont vachement progressé, faut faire attention. Ouais. Pareil avant la Coupe du Monde 2023, on leur avait mis 50 points. On nous disait pareil à Moscato, il avait peur la semaine dernière dans Super Moscato Show. Et là, voilà, pareil, on leur a mis 70 points cette fois quand même. Donc voilà. Mais ouais, allant offensif retrouvé, la ligne arrière en général bien meilleure, Dupont bien meilleur que face à l'Angleterre. Après, une fois qu'on a dit tout ça, je trouve qu'il y a quand même eu des erreurs en début de match notamment où moi j'ai vu que la première mi-temps, donc c'est ce que je retiens un peu de ce match, c'est qu'il y a quand même pas mal d'erreurs, des plaquages manqués sur les essais italiens. Voilà, on rentre pas forcément très bien dans le match et j'ai peur que si on fasse ça face aux Irlandais, ça va être très compliqué de les rejoindre, quoi, de les rattraper. Et donc oui, on est relancé grâce à cette victoire dans la course à la victoire finale dans le tournoi, mais moi j'ai encore un peu de mal à y croire et je pense que les Irlandais sont quand même très très bien partis pour faire un grand chelem. Moi, j'ai du mal à y croire aussi. Je pense que l'Irlande est clairement au-dessus. Alors, on a quelques joueurs clés qui sont peut-être les meilleurs à leur poste. Dupont, Ramos, Barré. Biarré. Oh putain, pourquoi c'est tombé sur moi, quoi. T'as compris. Alors qu'eux, ils ont le meilleur collectif du monde. Même s'ils n'ont pas gagné la Coupe du Monde, ils se sont encore fait sortir en quart. C'est juste un rouleau compresseur, l'Irlande. Ouais, c'est ça, ils ont plus de certitude que nous. Je pense qu'on a peut-être plus comme tu l'as dit, de talent intrinsèque et on est capable de peut-être plus de coups d'éclat et tout. Mais eux, c'est vrai que ça fait 3-4 ans maintenant qu'ils sont toujours présents, qu'ils n'ont pas ces petits accidents comme nous on peut avoir, comme il y a 2 semaines contre l'Angleterre, comme la saison dernière, après, le tournoi de l'année dernière. Donc voilà. C'est juste dans l'ensemble, je les vois plus solides que nous. On a des bonnes révélations comme Léo Barré qui fait un très bon match à l'arrière hier avec 2 essais solides sous les chandelles et qui peut être une vraie solution avec Ramos en 10. Bon, bref, à voir avec le retour de Ntamak. Mais ouais, comme je viens de le dire, je pense que l'Irlande est toujours au-dessus. Alors on se replace à la 2e place. On n'est qu'à 3 points des Irlandais au classement. Et si on s'impose chez eux et qu'ils prennent le bonus défensif, on est à ex-aequo. Ah oui, non, mais il faut s'imposer, c'est obligatoire. Oui, bien sûr, mais je veux dire, même s'ils prennent le bonus défensif, on est quand même ex-aequo et on a une différence de points qui est largement supérieure à eux. Donc voilà, c'est pas mort, mais j'ai quand même du mal à être optimiste avant de se déplacer à Dublin, chez eux. Enfin, voilà, trop fébrile encore pour moi l'équipe de France. Surtout chez eux, quoi. C'est encore, si ça avait été au Stade de France, à Paris, je te dis pourquoi pas, mais là. Mais bon, on aura peut-être une surprise. Ah oui, de toute façon, en tout cas, c'est quand qu'il a lieu ce match? C'est ce week-end? Non, week-end. Il n'y a pas de match de 6 nations là ce week-end, donc c'est le week-end prochain.
Ok. Bon, en tout cas, ce sera une belle affiche et un bon moment à passer, ça c'est sûr. Ouais, c'est clair. J'ai retrouvé la stat, effectivement. C'est avec 73 points marqués, 11 essais inscrits. C'est la plus large victoire dans le 6 Nations, mais pour l'équipe de France. Ok. Voilà. Ok. Pierre, on a John. fini. On a fini avec le rugby, le basket. On va passer au foot. Gros morceau qui nous attend là en foot, autant en Ligue 1 que débriefer vite fait les barrages retour de Ligue des Champions et évidemment parler des huitièmes qui nous attendent avec notamment Paris-Liverpool. Mais avant ça, petit jeu à 3. Hein. 3, 2, 1, Juventus. Ah putain, j'avais pas. Vas-y, refais. J'ai rien qui est venu. Bon, je change alors. Vas-y. 3, 2, 1, Dortmund. Manchester United. Sancho. Je suis trop nul, moi tu vas me gagner à chaque fois. Ouais, vraiment là c'est une démonstration. Bon, du coup ça fait. Après tu vas peut-être dire que c'est corrompu vu que t'es supporter de l'OM, que c'est de la corruption, que tu te fais voler à chaque fois. Je suis pas de cet avis, moi. Ah ouais. Alors on commence avec ça sur la Ligue 1, sur la sortie de Pablo Longoria. Oui, vas-y, on peut commencer avec ça. Ouais. Ouais, bah, je t'avoue que j'ai pas vu le match, j'ai vu les images et alors je sais pas si c'est les images qui sont prises d'une certaine façon, qu'il y a d'autres choses du contexte qui est un peu enlevé et tout, mais j'ai trouvé ça très très excessif de la part de Pablo Longoria parce que sur le penalty, alors l'angle que j'ai, moi c'est pas un scandale qu'il soit pas sifflé, tu me diras si tu penses différemment, et sur le deuxième jaune, pour moi il y a excès d'engagement, il lui met le genou dans les côtes, c'est pas scandale non plus de mettre un deuxième jaune là-dessus, quoi. En fait, ce qui est compliqué, c'est que c'est des actions qui peuvent, pour le jaune, autant il peut y avoir jaune comme il ne peut ne pas y avoir jaune selon l'appréciation de l'arbitre. Et pareil pour le penalty, il peut y avoir penalty comme il peut ne pas y avoir penalty. Ça, c'est vraiment une question d'appréciation, une question. Donc voilà, donc il n'y a pas de scandale, tu vois. Si même nous, on est un peu entre deux et qu'on est. Enfin, tu vois, c'est pas un truc flagrant, je trouve, qui a été sifflé. Pour moi, il n'y a pas de scandale. Après, voilà, je vais pas mytho. Quand tu es à chaud après le match, les messages qu'on s'envoie avec les copains pour l'OM, c'est on s'est fait voler, tu vois. Mais non, il n'y a pas de scandale. Voilà, ça reste un arbitrage qui est tenu par des hommes. Donc forcément, il peut y avoir des erreurs. Mais s'il n'y a pas d'erreur, ben, c'est juste un jugement. L'arbitre a jugé que oui, comme tu as dit, excès d'engagement, boum, ben, jaune. Tu as déjà eu un jaune avant, ben voilà, c'est comme ça, quoi. Et pareil pour le penalty. Ça n'a pas tourné en faveur de l'OM. Une autre fois, ça tournera en faveur de l'OM. Au final, mis bout à bout, entre les erreurs et les fois où tu t'es fait avantager pendant la saison, je pense qu'à peu près toutes les équipes se retrouvent avec un certain équilibre, tu vois. Ouais, je suis d'accord avec ça. Et bon, après, j'avoue que j'ai quand même beaucoup entendu l'OM faire des sorties, que ce soit Benatia ou Longoria, à ce sujet, se plaindre de l'arbitrage. Donc peut-être qu'il y a des trucs, mais de là à dire qu'il y a de la corruption. Alors je sais pas si c'est un problème de traduction, de tout ça, mais corruption, c'est un mot qui est très très fort. Et pour une fois, l'OM se retrouve du côté des accusateurs et non des accusés. Bah, donc c'est marrant. Je pense pas que fondamentalement il y ait de la corruption, que les arbitres cherchent à avantager une équipe plus qu'une autre. Après, c'est un peu, comment dire, je trouve pas le mot. C'est pas historique, c'est un peu culturel à Marseille de se plaindre de tout et n'importe quoi, et notamment de l'arbitrage. Oui, et puis toujours être un peu dans l'excès, dans l'émotion, etc. Voilà, Après, c'est le sang chaud, c'est la Méditerranée. mais j'ai vu quand même que du coup, peut-être qu'il a eu le temps de redescendre un petit peu, qu'il avait fait un rétropédalage. Pablo Longoria ce matin. J'ai reçu une notif d'Eurosport qui disait qu'il n'y avait pas de corruption dans le foot. Il y avait quand même une plainte déposée par l'arbitre lui-même ou par le syndicat des arbitres à l'encontre de Longoria pour diffamation. Pour ça, pour le syndicat des arbitres. Ouais. Donc voilà, mais ouais, et je trouvais ça quand même, juste pour finir, un peu facile de se cacher derrière l'arbitrage comme ça, quand toi et moi on est d'accord pour dire qu'il n'y a pas non plus de décision qui est complètement aberrante, alors que tu viens de prendre 3-0 contre Auxerre, que tu avais déjà perdu contre Auxerre à l'aller. C'est un peu facile de se cacher derrière l'arbitrage. Voilà, à la limite, match serré, 1-1, 3-2, enfin peu importe. Il y a les mêmes décisions, mais qui font que le match peut basculer dans un sens ou dans l'autre, ou un nul.
Allez, je peux comprendre que tu te dises putain, c'est chelou. Mais là, frère, on prend 3-0. Bah écoute, on a juste à rentrer à la maison, fermer notre gueule, bosser. Et si on avait eu un entrain de victoire, bah, peut-être que le match aurait tourné en notre faveur. Peut-être que Cornelius, il met moins d'engagement. Peut-être que le penalty, il n'y a pas un penalty, on marque un but direct. Enfin, tu vois, après, on peut jamais savoir, on spécule. Mais voilà, à partir du moment où tu prends 3-0, en vrai, ouvre pas ta gueule, quoi. Ouais. Et Ouais, je je suis suis pour d'accord l'OM. avec ça. Bah, c'est beau, je pense qu'on peut clore la page OM sur ces belles paroles. C'était pas mal. On enchaîne avec PSG Lyon. Ouais, PSG Lyon. Est-ce que on a enfin le retour du grand PSG? Est-ce que c'est un des plus beaux PSG de l'RQSI? Je parle par rapport au match contre Lyon, mais par rapport au barrage aller-retour, même les derniers matchs et à la future confrontation qu'on va avoir face à Liverpool. Est-ce qu'on peut déjà statuer sur ça? Ou est-ce que on attend quand même d'avoir vu au moins le match aller face à Liverpool? Ouais, moi je pense que pour vraiment répondre. Alors tu vois, par exemple, le meilleur PSG depuis l'RQSI, t'as quand même eu des équipes qui sont allées en finale de Ligue des Champions, en demi-finale, qui ont sorti des grosses équipes, qui ont sorti le Bayern, qui ont sorti. Bref, voilà, j'ai pas tous les mots en tête, mais avec des très très grands joueurs. Et moi, il y a juste. Alors, je suis ravi évidemment de la progression du PSG ces derniers mois, du déclic qu'il y a eu, mais je les mets pas encore dans cette conversation-là, juste parce qu'il n'y a pas eu D'affrontement? d'affrontation. De confrontation? Pardon, c'était horrible ça. De confrontation face à des adversaires d'un certain standing, comme le sera Liverpool. Donc Liverpool sera le juge de paix pour moi, pour le PSG. Alors oui, c'est très bien. Même en Ligue 1, enfin tu vois, hier on sent quand même qu'il y a un match compliqué. Hein. On mène 2-0, on est tranquille, et puis on perd un peu la maîtrise. On revient, on laisse Lyon revenir un petit peu. Il y a des petites inquiétudes. Hier, c'est pas représentatif du niveau de la rencontre et du niveau du PSG. Pourquoi? Il y a 3-2, mais parce que voilà, ils se relâchent un peu à la fin et au final, il y a 3-2. Mais sinon, c'est un 3-0. Ouais, pour moi, ça fait partie des axes de progression du PSG. Combien de fois on a dit, ouais, le PSG, quand ils deviennent trop tranquilles parce qu'ils mènent, parce que tu vois, ils se relâchent. Donc moi, là, voilà, c'est là où il faut continuer à appuyer, ou alors savoir peut-être un peu calmer le jeu, maîtriser un match et tout. Et là, je pense qu'il y a encore des progrès à faire pour le PSG. Mais non, mais c'est sûr que c'est exceptionnel, c'est encourageant. Et je pense que beaucoup de monde aujourd'hui se remet à dire que le PSG rentre dans la conversation pour aller depuis le début de la saison, peut-être la 3e meilleure équipe d'Europe. Fait partie de la conversation, je dis pas qu'ils le sont, mais derrière Liverpool, le Barça, je les vois bien avec le Real, avec le Bayern, avec Arsenal. Je pense qu'ils sont dans cette conversation aujourd'hui depuis quelques mois. Mais j'attends de voir comment on va se comporter face à un gros face au gros qui est Liverpool en Ligue des Champions. Clairement. Moi, comme tu le sais, avant d'être pour l'OM et le Barça, je suis pour le Mbappé FC, quoi. Le FC Mbappé. Non, tout ça pour dire que quand il y avait Kylian, je regardais beaucoup de matchs de Paris. Et là, je m'en foutais un peu, tu vois. Et là, je suis complètement hypé par le match face à Liverpool. J'ai hâte de voir ce match. Je sens que ça va être un gros match. Et oui, comme tu dis, enfin, on verra si tout ce qu'on voit depuis le début de saison, et notamment ces 2-3 derniers mois, c'est depuis la rentrée de janvier, pourra être mis en application face à Liverpool. Et je trouve qu'il y a un truc qui est très important qui nous manquait au début de saison, c'est qu'on a des vrais hommes forts, des leaders qui se dégagent de cette équipe, avec Dembélé évidemment depuis le début de l'année, Hakimi qui est pour moi peut-être le meilleur Parisien, le plus régulier depuis le début de la saison, Marquinhos qui retrouve un peu son côté leader et gage de sécurité derrière, Vitinha au milieu. Voilà, je trouve qu'il y a vraiment des leaders charismatiques, des mecs qui prennent leurs responsabilités dans cette équipe, alors que ça nous manquait un petit peu après le départ de certaines stars. Clairement. En tout cas, hâte. C'est quand? C'est mardi, mercredi prochain? C'est le 5, il me semble. Donc mercredi. Okay. Je crois que c'est mercredi, ouais. Ok. Et le match retour Mardi d'après. Ouais. Ok. T'as prévu quelque chose? Parce que tu prévois toujours en général une soirée entre amoureux quand il y a un gros match de Paris ou quoi? Non, justement. Non, c'est bon. T'inquiète pas, là. J'ai même plus souvent annulé des soirées en amoureux. Oui, c'est ce que je dis. Il y a toujours un truc de prévu normalement. Oui, okay. Non, là c'est bon, là il y a rien de prévu. Non. On est clair. Bon, en tout cas, hâte de voir ce match, hâte de voir aussi ce que va donner Lille face à Dortmund.
qualif historique en quart de finale pour le LOSC s'il passe. Qu'est-ce que t'en penses? Grosse équipe Lille quand même. Ils font, en tout cas en Ligue 1, c'est plutôt pas mal. Et en coupe d'Europe, moi je trouve que qu'ils sont sortis, pardon. Tu couperas peut-être, on verra. Qui sont sortis la tête haute de cette première phase et d'autant plus haute qu'ils sont restés dans les 8 premiers. Donc ils n'ont pas à rougir du niveau des autres et encore moins de Dortmund. Même s'ils ont le meilleur joueur du monde actuellement, Dortmund. Qui ça? Guirassy. Ouais, non, mais Lille, écoute, moi je trouve que c'est un peu tout l'inverse de Monaco cette saison. C'est-à-dire que c'est une équipe qui répond présent, qui est là où on l'attend, qui a des ambitions au début de la saison et qui se donne les moyens d'asseoir ses ambitions. Donc c'est super pour eux. Dortmund, c'est pas le plus grand Dortmund qu'on ait connu. Ils sont à peine 10e, il me semble, en Bundesliga. Donc c'est pas le Dortmund finaliste de la Ligue des Champions de l'an dernier, même s'ils ont Guirassy, comme tu l'as dit, qui est meilleur buteur de Ligue des Champions dans leur effectif. Donc ouais, c'est quasiment du 50-50 pour moi, honnêtement, sur cette confrontation entre Dortmund et Lille. Après, oui, Dortmund a plus d'expérience en Coupe d'Europe, c'est sûr, mais alors, les Lillois, voilà. Alors oui, ils ont clairement plus d'expérience. C'est l'année dernière qu'ils font la finale? Dortmund, ouais. Bon, ok, bon, j'allais dire de la merde. Parce que moi, cette histoire ils ont plus d'expérience parce que le club a joué une finale il y a 30 ans et on fait 2 16e de finale. Pour moi, ok, dans l'ambiance du club, il y a peut-être plus d'expérience, mais les joueurs en eux-mêmes, non. Mais bon, là, j'avoue, mais à le coup pas, c'est vrai qu'ils ont fait la finale l'année dernière. J'allais partir. Allez, heureusement que je t'ai retenu un peu parce que tu partais au quart de tour. Je l'ai senti, t'es prêt à me mettre un tir. Mais ouais, non, donc franchement, honnêtement, c'est peut-être le rendez-vous le plus attendu de l'histoire du club. Ce serait la première fois qu'il se qualifie en quart d'une Coupe d'Europe. Alors, oui, il y a eu le titre, les titres récemment et tout, mais sur la scène européenne, c'est sûrement le plus gros match de leur histoire. Ouais. Ah ben clairement sur la scène européenne, clairement. Ouais. Donc voilà, moi je serais à fond derrière eux. Je trouve que, j'adore ce que fait Pep Genesio avec cette équipe. Je trouve que voilà, c'est un entraîneur qui a la tête sur les épaules, qui sait où il veut aller, qui se donne les moyens encore une fois d'y arriver. Et bah ouais, ils ont battu Monaco encore cette année. Et voilà, exactement ça. Enfin, ce week-end, même pas cette année, mais ce week-end, ils ont battu Monaco. Et ça montre un peu la division entre les deux équipes qui, sur le papier, sont pas très loin. Peut-être même Monaco supérieur à Lille. Mais Lille qui va au bout des choses, qui se donne les moyens au lieu de se saborder comme l'a fait Monaco tout seul en Ligue des Champions la semaine dernière. Ouais, clairement. De toute façon, là où est passé Genesio, ça s'est plus ou moins plutôt bien passé. Et ça se voit que c'est un bon gars, que tous les joueurs sont derrière lui, quoi. Ouais, clairement. Et puis, après, si Zizou vient pas en équipe de France, moi, c'est à lui que je la donne, la place. Hein. Ouais, direct. Bah, pourquoi pas. Pourquoi pas, ouais. Pourquoi en pas. tout cas, je préfère 1000 fois Genesio que genre Rudy Garcia, quoi. Me racontez pas des conneries, Rudy Garcia ou je sais pas quoi. Je peux plus me le voir, ce mec. Non, mais Rudy Garcia, il est bien pour la Belgique, c'est très très bien. Ouais, c'est très bien. Il fera du bon taf là-bas et qu'il y reste. Voilà. T'as un favori pour cette Ligue des Champions ou en tout cas pour ces 8e, une équipe qui sortirait du lot? Bah écoute, quand je regarde le tableau, là, je trouve que le Barça a quand même une partie de tableau un peu plus simple que les autres. Donc avec Benfica là en quart de finale et le vainqueur de Dortmund-Lille en quart de finale. Donc voilà, une voie assez dégagée jusqu'au demi. Donc je mettrai une petite pièce sur le Barça pour aller assez loin. Et puis derrière, moi, forcément Liverpool, j'attends de voir comment ça va être face à Paris pour vraiment mettre Paris dans cette conversation-là des favoris. J'attends de voir comment Paris va répondre aux défis physiques du milieu de terrain avec Gravenberch, Marc Allister et tout ça. On a dit beaucoup de bien du milieu de terrain du PSG, mais je pense pas qu'ils aient eu un affrontement aussi physique à devoir gérer encore. Donc, est-ce que les petits gabarits du milieu de terrain du PSG vont faire le poids face à Liverpool? Mais voilà, pour moi, il y a ces deux équipes qui se dégagent et on n'oubliera jamais de le dire, mais le Real Madrid doit être favori chaque année en Ligue des Champions. Il doit faire partie de la conversation chaque année. Parce qu'on l'a vu,
très souvent un Real Madrid faire une première partie de saison très moyenne, être en difficulté en phase de groupe et derrière, juste avec la culture de la gagne, ils savent comment gagner des matchs, quoi. Ils savent comment faire retourner un match. Donc il faut jamais les exclure des favoris. De toute façon, depuis 2014, depuis qu'ils ont gagné la Décima, qu'ils avaient eu un petit trou d'air, façon de parler, hein, parce qu'ils en étaient quand même à 9, ils étaient quand même ils avaient quand même le record de victoires en Ligue des Champions. Mais depuis la Décima en 2014, hein, si je dis pas de bêtises, ils gagnent une année sur deux. Voilà, ils gagnent une année sur deux, ils sont tout le temps en demi et depuis 10 ans, ils nous font le coup. Depuis 10 ans, première partie, nanana, ça va pas. Et deuxième partie, boum, ça décolle, quoi. Ouais. Et donc, du coup, comme je te dis, moi, c'est, allez, on va dire 2 gros favoris avec Liverpool et le Barça si on se base juste sur la première partie de saison. Et une meute d'outsiders plus, vraiment derrière avec le Real, Paris, Atlético, Bayern, Arsenal. Ah ouais, alors attends, tu mets pas le Real en favori parce qu'ils sont du côté du tableau un peu plus compliqué, c'est ça? Pas forcément pour ça, mais juste sur les prestations parce que moi, en général. je pense que quand même le Real est au-dessus du Barça. Hein. Ah ouais? Ouais, pour moi, sur, oui. sur ce qui monte depuis le début de la saison, c'est quand même compliqué. Ils ont, ils ont eu un petit moment difficile quand même, le Barça. Là, ils reviennent un petit peu, mais ça n'a pas été facile, hein, début janvier, fin décembre. Ouais. Non, c'est vrai, ils ont eu des petits moments de trou. Je pense qu'ils sont un peu moins réguliers que les Liverpool, qui pour moi est vraiment le favori numéro 1. Après, ils ont une partie de tableau qui est plus compliquée. Enfin, ils prennent Paris en 8ème, après ça se dégage. Mais ouais, j'ai un peu de mal à mettre le Real quand même à leur niveau, au niveau du Barça et de Liverpool. Ok, donc Barça champion d'Europe cette année, c'est ça? Bah, j'espère pas, mais pourquoi pas une finale PSG-Barça, ça serait beau. Ça serait beau. Ou non, ça serait en demi. PSG Real, c'est en demi, c'est ça? Ouais, PSG Real, c'est en demi. On peut avoir une finale Real-Barça. La première de l'histoire de la Ligue des Champions, c'est possible. Ça serait bien. Mais pour la Legacy de Paris ou de Kylian, ça dépend. Ça serait bien de rencontrer le PSG dès cette année. C'est dommage que ce soit pas en finale, que ça probablement que ça n'arrive qu'en demi, mais c'est sûr que ça va arriver. Bon, après l'année dernière, on disait c'est sûr, ils vont se rencontrer en finale, Paris et le Real, par rapport au fait que Kylian devait aller au Real, mais en fait, pas du tout, quoi. Et non, on en a décidé autrement, mais voilà. Enfin, en vrai, il y a beaucoup de confrontations que je trouve alléchantes. Là, le Real Atlético, parce qu'on parle beaucoup du Real qui fait partie des favoris. Mais aller bouger cette équipe de l'Atlético qui est ultra solide en Coupe d'Europe cette année, avec un petit duel à distance Grisou-Bappé. Voilà, on a le Dortmund-Lille dont on a parlé, on a un Bayern Munich face au Bayer Leverkusen, les 2 meilleures équipes d'Allemagne depuis 2 ans maintenant. Curieux, tiens, celui-là aussi. Je pense que peut-être une petite pièce à mettre sur Leverkusen, tu vois. Vu comment le Bayern a aussi galéré face au Celtic. Pourquoi pas? Ouais, après en championnat, ça déroule, quoi. Ah, mais c'est pas le championnat, là. Oui, c'est sûr. Donc voilà. Vraiment super hypé par je suis vraiment hypé de fou malade par ces 8e de finale. Ouais, ça va être très intéressant. Et pour finir sur la Ligue des Champions, je me faisais la réflexion aussi, on en avait parlé, hein, mais je me refaisais la réflexion. Au final, j'aime beaucoup ce nouveau format. Je disais que j'aimais pas que ça continue en janvier, que ça finisse pas fin décembre. Mais en fait, trop cool d'avoir de la Ligue des Champions en janvier. Et j'aime beaucoup ce format. C'est beaucoup plus ouvert. Des équipes qui n'auraient jamais pu accéder, au barrage ou au 8e, peuvent être là. Ça t'oblige à faire le taf, à être présent sur la durée pendant ce long championnat de 32 équipes. Ouais, carrément. Et je te rejoins aussi. Je pense qu'on en avait parlé à l'époque où la Ligue des commençait. Mais on était un peu inquiet par rapport au fait qu'il n'y ait pas de break. Avant, on avait le break de janvier entre les poules et les phases finales. Et là, je trouve ça bien au final parce que ça laisse moins le temps à des équipes de vraiment. Tu sais, genre avant, tu avais le mercato hivernal, tu pouvais recruter des gros joueurs. Tu attendais un mois, donc tu avais le temps de te remettre la tête à l'endroit si t'es pas bien. Et au final, ça changeait un peu les rapports de force entre les phases de poule et les 8e. Alors que là, ça enchaîne. T'as pas le temps vraiment de te remettre, tu vois. Je pense qu'un City, par exemple, aurait pu, s'ils avaient eu 2 mois entre leur phase de poule et la confrontation face au Real,
voilà, ça peut rebattre un peu les cartes, alors que là, bah, ça s'enchaîne plus Ouais. et je trouve ça un peu plus Et- équitable au final. Et après, cette histoire de barrage, ceux qui se sont qualifiés direct, très bien, ils peuvent continuer à se concentrer sur le championnat et récupérer entre guillemets. Et les autres, mon coco, si tu veux pas faire les barrages comme Paris, t'as intérêt à te bouger l'année prochaine et essayer Ouais. de finir top 8, quoi. Et un dernier truc que je voulais rajouter sur le fait aussi pour les favoris, Liverpool est en train de tuer la course au titre en Première Ligue. Ouais. Donc là, ils ont 11 points d'avance, il me semble, sur Arsenal après leur victoire face à City et la défaite d'Arsenal face à West Ham. Donc, ils vont vraiment pouvoir se focus, je pense, à 100% sur la Ligue des Champions, peut-être un peu faire tourner en Première Ligue. Donc c'est peut-être pour ça que je les mets un poil au-dessus du Barça. Ouais, c'est de plus en plus compliqué là, la PL pour Arsenal, hein. Je prends le prisme d'Arsenal. On verra, hein, tout peut se passer dans le foot, C'est hein, mort. mais je pense que Liverpool est bien parti pour la prendre Ouais. cette année, quoi. C'est mort. Et voilà, ce qui est intéressant, c'est que c'est l'une des premières fois où ces dernières années, on n'a pas une course qui est ultra serrée Oui. pour le titre en Première Ligue. Et je pense qu'il y a beaucoup d'équipes, comme Manchester City l'an dernier, d'autres équipes, qui ont peut-être un peu laissé des plumes en Ligue des Champions à cause de la course au titre qui était aussi intense en Première Ligue. Donc voilà, c'est pour ça, petite piécette sur un club anglais qui peut aller chercher la Champions cette année. Et donc Liverpool. Ouais, et en plus, le coach de Liverpool, il faut pas l'énerver, quoi. Pourquoi Parce que Arne il a Slot, la harne. non, Il a la harne. il a des slots d'humeur. Allez, MVP de la semaine. Hein. On enchaîne avec le MVP. J'avais un petit sujet caché, mais Ah, vas-y. 2 minutes. Allez, 2 minutes. T'as le choix. C'est soit on parle de Neymar, est-ce qu'il peut rejouer la Coupe du Monde 2026, soit juste symbolique, Modric qui a marqué un golasso avec le Real. Est-ce que c'est le meilleur milieu des 20 dernières années? Même si là il joue plus, profite qu'il ait marqué pour reparler un peu de lui. Ah. Bon, alors Neymar, non, il sera pas à la Coupe du Monde. Ok, c'est ça, c'est balayé. fait. Gros, tu vois, même là, il revient à Santos, il y a des galères, ça s'embrouille et tout. Enfin, c'est plus un joueur de foot, tu le vois. Il a plus... enfin, ou alors le Brésil veut lui faire un tour d'honneur et voilà, mais C'est possible. je trouverais ça ridicule qu'il soit appelé. Bref. Et pour Modric, écoute, c'est dur, hein. Il y a quand même eu des milieux, des Xavi, des Iniesta, mais oui, il est dans la conversation, c'est sûr. Clairement. Et Toni Kroos aussi, enfin. Il est dans la conversation de ces mecs-là. Il est top 5, hein, milieu. Après, je pense que le top 5, on peut plus ou moins se mettre d'accord dessus. Après, c'est dans quel ordre tu le mets. Ouais. Là, c'est un peu plus compliqué parce que comment tu compares aujourd'hui un Modric à un Iniesta? C'est déjà plus les mêmes époques et pourtant elles sont pas si lointaines, quoi. Ils se sont chevauchés, mais Ouais. pas. Ça, je veux pas savoir, mais. Mais oui, Bonne- c'est un des meilleurs milieux même de l'histoire. C'est tout simplement, j'ai dit des 20 dernières années, mais pour rester dans l'époque moderne, mais clairement, c'est un des meilleurs milieux de l'histoire. En tout cas, le Real n'aurait pas glané toutes les Ligues des Champions qu'ils ont eues sans Modric et notamment sans Kroos Modric. Ouais, non, c'est sûr. C'est sûr. MVP de la semaine, du coup? Bah ouais, je pense que c'est le moment. Hein. Moi, j'ai beaucoup de propositions. Ouais, donc, fais tes propales parce que moi, j'ai noté personne. Ah bah super. Bon. Ouais, la voie est libre alors. Oui. Bon. Si, Neymar, j'ai mis Neymar. Ta Je gueule. rigole. Allez, on commence du coup par. On va enchaîner sur le foot vu qu'on était là-dessus. Kylian Mbappé de retour à son tout meilleur niveau et sur le toit du monde, ce dont personnellement je n'avais jamais douté. C'est vrai. Voilà, je savais qu'il reviendrait. Je savais que quand il aurait fini sa période d'adaptation avec le Real, qu'il se serait dégagé la tête de tous les polémiques liées au PSG et dont le responsable pour moi numéro 1 est Nasser Al-Khelaifi. Et on voit d'ailleurs par tous les documents qui sortent sa façon de se comporter avec les autres présidents de Ligue 1 que c'est un tyran à qui, dès qu'on refuse quelque chose, il va te mettre des bâtons dans les roues, il va essayer de te faire passer pour le méchant, il va mettre tout en œuvre
pour te détruire. Et voilà, donc on on a la confirmation que Nasser est une sale merde et voilà, et que c'était pas la faute de Kylian. Alors oui, Kylian a peut-être pété un plomb à la fin de son aventure parisienne, mais je pense pas que ça en soit le premier responsable. Et là encore, ça amène de l'eau à mon moulin avec ce qui vient de sortir sur Nasser El Khelaifi. Clairement, on n'en a pas parlé de tout ça parce qu'on préfère se concentrer sur le sportif et c'est peut-être des sujets qui nous dépassent un peu et sans avoir tous les tenants et les aboutissants, on risque juste de se ridiculiser et d'autres médias en parlent beaucoup mieux que nous. Médias comme si on était un média. Quoi. On est juste deux trous de balles qui parlent dans un micro. Ouais, voilà. Alors que je t'ai vu là regarder tes fiches et tout là comme si t'étais au JT de 20h quoi. Même dans la carrure, tu sais, je prends la carrure des mecs en radio maintenant. Du coup, Kiki Bah ouais, Kylian derrière qui sort avec un triplé monstrueux contre Manchester City. Ouais, il a putain, clairement... T'as vu la vitesse d'exécution on en a même pas parlé tout à l'heure. On a dit qu'on en parlerait des matchs qui sont passés, mais bon, ça fait déjà une semaine. Mais oui, c'est incroyable. Moi, je trouve qu'au niveau de la puissance, de la technique, le coup de rein, il a retrouvé le coup de rein qui faisait sa force en 2022, en 2018. C'est ça. Les 3 buts, c'est 3 buts dans un registre différent. Le lob, la puissance, la précision, enfin, incroyable. Moi, c'est le troisième but où il fait le passement de jambe et il avait perdu cette vitesse d'exécution sur les passements de jambes qui mettaient le feu aux défenses. Clairement. Et maintenant, bah voilà, il retrouve ce coup de rein et sur 1 mètre, il peut mettre une vitesse à un défenseur. Et j'ai bien aimé le petit chambrage sur Guardiol après le deuxième but aussi. Bon, pas méchant, mais voilà, j'ai trouvé ça cool. Donc, pour ce triplé magnifique, pour le retour à son plus haut niveau, j'ai envie de proposer Kylian Mbappé comme mon premier nommé pour ce titre de MVP de la semaine. Passeur décisif aussi sur Vinicius ce week-end. Et passeur décisif ce week-end. Merci de compléter mon propos, j'avais oublié, mais ouais. Voilà. Donc, premier candidat pour le titre de MVP. Deuxième, je te jure, après j'arrête, mais j'ai envie de parler de l'équipe de France de biathlon quand même. Donc dans son ensemble, après des championnats du monde ultra dominés pour la 2e année de suite, l'équipe de France de biathlon première au classement des médailles avec 13 breloques, dont 6 en or, record de l'an dernier égalé, on l'avait dit. Sur les 12 courses disputées, donc les 12 titres mis en jeu, il y a 6 titres pour la France, donc là, c'est plus de 50%, 50% tout pile d'ailleurs, et au moins une médaille sur 11 des 12 courses disputées. Donc il nous manque juste une médaille sur la toute dernière course qui est le départ en masse masculin. 4 courses en relais disputées, 3 victoires et une médaille d'argent. Voilà, hein, j'ai envie de te dire, allez, petite mention spéciale pour Éric Perrault qui est un petit jeune, un petit jeune, il a 24 ans mais ça reste assez jeune dans le monde du biathlon, champion du monde de l'individuel qui est l'épreuve reine du biathlon sur 20 km, 4 médailles dont 2 titres au total pour lui. Voilà, il rivalise déjà avec les tout meilleurs au tir et sur les skis. Donc voilà, j'ai envie de mettre une petite mention spéciale pour lui et pour Julia Simon qui, bon, elle, on est habitué maintenant. Elle était la reine des mondiaux l'an dernier, un peu moins forte cette année, mais quand même 4 titres, dont celui sur l'individuel. Donc voilà, j'ai envie de dire l'équipe de France de biathlon dans son ensemble, mais petit plus pour Éric Perrault quand même. Et enfin, mes 2 derniers candidats pour le titre de MVP. Alexandre Müller, finaliste de l'ATP 500 de Rio cette semaine. Alors, il est défait en finale par Sébastien Baez. Finaliste, c'est ça? Finaliste. Il a gagné ou pas? Non, il a perdu. Non, il n'a pas gagné. Allez, ça, on passe au prochain. Allez, on va pas commencer à mettre des mecs MVP qui font juste des finales. Hein. Non, je rigole, c'est triste pour lui, surtout qu'il avait gagné l'année dernière, non, ce tournoi? Non, c'était la première fois qu'il arrivait en finale d'un ATP 500. Il a gagné à Hong Kong la semaine dernière. C'est peut-être le Français le plus en forme de ce début de saison. Et dernière proposition, Alexis Lebrun quand même, l'aîné des frères Lebrun, vainqueur du top 16 européen en battant le triple tenant du titre en finale. C'est vrai. Juste après sa première demi en grand smash, donc qui est l'équivalent des grands chelems de tennis à Singapour le mois dernier. Voilà, il rentre dans le top 10, il était champion d'Europe déjà l'année dernière, il assoit sa domination dans les compétitions continentales, alors que Félix, le petit frère numéro 1 français, la coqueluche du ping mondial, est un peu dans le creux de la vague en début de saison. Ouais. Donc voilà, un Lebrun peut donc en cacher un autre. J'avais envie de finir sur cette petite... C'était excellent. C'est pas facile. À première vue, je te dirais Mbappé. Parce que effectivement c'est monstrueux.
Mais vas-y, si on commence à lui donner des MVP parce qu'il marque des buts, des triplés. Bon, j'ai un triplé quand même. Mais c'est en barrage contre un City un peu fatigué. Mais oui, t'inquiète pas, on lui en donnera un plus tard. Donne-le un petit qui mérite, ça fera du bien. Moi, je suis chaud qu'on donne à l'équipe de France de biathlon dans son ensemble. Ouais, je suis d'accord. Bon. Ils ont arrêté. Enfin, en tout cas, personnellement, ils m'ont fait rêver toute la semaine. Bah oui. Je me prenais des petites pauses au taf pour mater les courses à 15h. Donc voilà. Donc ouais, allez, ça me va comme pour conclure de donner ce titre de MVP de la semaine à l'équipe de France de biathlon. Bon, et juste avant de se quitter, un peu plus calme cette semaine. Ouais. Je sais pas ce qu'on va mater. Moi, ça va être au feeling, je pense. Hein. Je pense, je vais pas me prendre la tête. Ce qui passe, si j'ai le temps, je mate parce qu'il n'y a pas d'échéance particulière. Oui, Si, il y a une grosse échéance quand même. C'est la reprise de Koh-Lanta mardi. Donc ça va être super. Non, mais ça va être notre petite Ligue des Champions. Ça va mater l'OM, ça va suivre un peu la NBA de loin. Coupe de France, mais bon. PSG Stade Briochin, si tu veux. C'est pas le match du PSG que je vais prioriser sur ces. Ce week-end, c'est Coupe de France. Cette semaine-là, à partir de demain et mercredi, c'est Coupe de France. Il y a de la Ligue 1 quand même ce week-end. Ce week-end, oui, bien sûr, Ligue 1. Ok, bon, tranquille, on verra. Peut-être on aura une émission un peu plus calme. Peut-être qu'on pourra ouvrir vers d'autres sujets. À voir. Ouais. Et petite recommandation de ma part, parce que j'ai commencé le documentaire Netflix, la Court of Gold, sur le tournoi olympique de basket. Bon, en vrai, c'est stylé. T'es un peu en inside sur toutes les équipes. Ouais. T'as vraiment toutes les équipes qui ont joué le jeu, donc tu vois tout. Et moi, je suis un peu dans le kiff de, tu sais, allez, le discours à la mi-temps, là, le discours de Batum qui pète un câble. Je l'ai vu, voilà, ça. Moi, je kiffe. T'as pas vu? Il prend exactement le même timbre et la même voix que Tony Parker quand il fait son discours à l'époque aussi avec l'équipe de France. Ouais. Je trouve limite Batum un peu plus vénère que Parker. Ouais. Tu sentais qu'il en avait vraiment plein le cul là, et bah voilà, moi c'est le genre de petit truc qui me donne des frissons. Et bon, c'est très Netflix, hein, donc c'est très tu vois ce que je veux dire, voilà. Oui, bien sûr. C'est exactement le même style que tous les reportages Netflix, tous les documentaires Netflix, mais sur un sujet qui me fait grave kiffer. Donc voilà, je te donnerai j'ai commencé là, j'ai vu 2 épisodes, je te donnerai mon verdict la semaine prochaine quand j'aurai fini. Ça marche, on fait ça. Allez, bon. un petit dernier pour terminer. Allez, vas-y. Ouais. Allez, 1, 2, 3. Arsenal. Madrid. Hein? Madrid. Real. Anelka. Ah, bien joué. Non, attends, Si, c'est bon. Si, Yes. Yes, je suis pas Fanny. 2-1, Allez. ça fait 2-1. Et 2-1 ou 3-1? 3-1. Bien tenté. Bon, allez, je te laisse sur une note positive. Ça va te mettre de bonne humeur pour le reste de ton lundi. Ah, pour la semaine, là. Je suis refait. Pour la semaine. Et puis, on se dit à la semaine prochaine, alors. À la semaine prochaine. Ciao, l'équipe. Alors, puisqu'on ne se connaît pas, tous les nouveaux, présentez-vous. Présentez-vous. Allez nous casser les couilles là. Et marrant, lui. T'es champion du monde de la connerie, toi. Ah là, on est bien.